Ma mère a persuadé ma fiancée d'épouser mon cousin en lui disant « Il te donnera la vie que mon fils ne pourra jamais t'offrir », alors je me suis volatilisé sans dire un mot. 7 mois plus tard, nous nous sommes revus lors d'un somptueux gala que j'organisais, et quand ils ont découvert qui était mon épouse, leurs sourires se sont effacés. Moi, Julien, 31 ans, j'ai appris à la dure que les personnes en qui l'on a le plus confiance peuvent devenir nos pires ennemis. Il y a 7 mois, je suis rentré dans mon appartement parisien et j'ai trouvé ma fiancée, Élodie, assise sur le canapé, les joues baignées de larmes, ma mère à ses côtés, un bras protecteur autour de ses épaules. La scène semblait innocente jusqu'à ce que j'entende les propos de ma mère. Elle expliquait à Élodie que je ne serais jamais capable de lui offrir la vie qu'elle méritait, que mon cousin Thibaut avait un meilleur poste, de meilleures perspectives et un meilleur réseau. Ma mère affirmait que j'étais trop obsédé par ma start-up, trop occupé à poursuivre des rêves qui ne se concrétiseraient jamais, peignant un avenir de galère avec moi contre une vie confortable et luxueuse avec lui. Le pire a été de voir Élodie opiner du chef, ses yeux naviguant entre le visage de ma mère et le sol. Je suis resté figé sur le seuil, mes sacs de course toujours à la main, sans qu'aucune des deux ne me remarque. Ma mère a continué sa diatribe, expliquant comment Thibaut avait déjà exprimé son intérêt pour Élodie lors de la dernière réunion de famille, comment il venait d'un milieu établi alors que je tentais de bâtir quelque chose à partir de rien. Elle présentait cela comme une faveur faite à tout le monde, comme du pragmatisme plutôt que comme une trahison envers son propre fils. J'ai reculé silencieusement et je suis parti. Je ne les ai pas confrontés, je n'ai pas fait d'esclandre, je ne leur ai pas donné la satisfaction de me voir brisé. J'ai simplement disparu. Ce soir-là, j'ai pris une chambre d'hôtel et j'ai bloqué leur numéro. J'ai annulé le mariage par l'intermédiaire de mon avocat, invoquant des différends irréconciliables. J'ai retiré de nos comptes joints uniquement ce que j'y avais contribué, j'ai laissé la bague de fiançailles dans une enveloppe à la porte de ma mère et j'ai chargé mon avocat de régler tout le reste. En 48 heures, j'avais déménagé mes affaires essentielles dans un garde-meuble et j'avais quitté Paris pour Lyon, où vivait mon associé. La start-up sur laquelle je travaillais depuis 3 ans était une plateforme technologique connectant des prestataires de services de luxe avec des particuliers fortunés. Élodie pensait que c'était une chimère, ma mère appelait cela un gâchis de mon diplôme d'ingénieur d'une grande école, mais mon associé et moi étions sur le point de réussir quelque chose de grand, et je me suis jeté dans le travail avec une férocité qui l'a surpris lui-même. Je travaillais 16 heures par jour, sans relâche, présentant notre projet aux investisseurs avec une désespérance née du besoin de prouver à tous qu'ils avaient tort. 2 mois après mon départ, nous avons décroché notre premier investissement majeur, un fonds de capital risque a vu le potentiel que ma mère n'avait pas su voir. 4 mois plus tard, nous avions des partenariats avec des palaces, des restaurants étoilés Michelin et des compagnies d'aviation privées dans 3 pays. C'est durant cette période que je l'ai rencontrée, Camille. Elle était consultante envoyée par le fonds d'investissement pour nous aider à grandir. Elle venait de cette vieille bourgeoisie que ma mère avait toujours enviée, mais elle ne l'étalait jamais. Elle était brillante, ambitieuse et comprenait le business d'une manière qui impressionnait même les membres les plus sceptiques de notre conseil d'administration. Elle m'a poussé à voir plus grand, à nous développer plus vite, à ne pas nous contenter d'un succès national quand nous pouvions viser l'international. Nous avons travaillé en étroite collaboration pendant des semaines avant que quoi que ce soit de personnel ne se développe. Elle était au courant de mes fiançailles rompues mais n'a jamais remué le couteau dans la plaie, au lieu de cela, elle a partagé sa propre histoire d'une relation ratée avec quelqu'un qui en voulait plus à l'argent de sa famille qu'à elle. Nous nous sommes rapprochés au fil de longues sessions stratégiques qui se transformaient en dîners, partageant nos ambitions et les cicatrices laissées par ceux qui nous avaient sous-estimés. 6 mois après avoir laissé mon ancienne vie derrière moi, je l'ai demandé en mariage, non pas avec un grand geste ou une démonstration publique, mais lors d'une conversation calme dans son appartement haussmannien, où je lui ai dit que je voulais bâtir un empire avec elle. Pas juste une entreprise. Elle a dit oui. Nous nous sommes mariés 3 semaines plus tard lors d'une cérémonie privée avec seulement nos amis les plus proches et nos associés. Pas de drame familial, pas de planification élaborée, juste 2 personnes se choisissant l'une l'autre. Le 7e mois a été marqué par le gala. Notre entreprise lançait un service premium et nous avons décidé d'en faire un événement qui nous placerait sur la carte. Nous avons loué la salle de bal d'un hôtel 5 étoiles à Paris, la ville que j'avais fui 7 mois plus tôt. Nous avons invité tout le gratin de l'industrie du luxe ainsi que quelques figures clés de mon passé que je voulais revoir, mais à mes conditions. J'ai envoyé des invitations à ma mère et à mon cousin, un geste calculé. J'ai utilisé le nom de jeune fille de ma mère sur la liste d'invités pour qu'elle ne fasse pas le lien avec moi immédiatement.
L'invitation promettait un aperçu exclusif d'une plateforme de luxe révolutionnaire ainsi que des opportunités de réseautage avec des leaders de l'industrie. Ma mère, toujours obsédée par le statut social et les relations, ne manquerait jamais un tel événement. Mon cousin Thibaut, qui travaillait dans la finance et se prenait pour un acteur majeur des cercles d'élite, viendrait assurément. Le gala était spectaculaire, lustre en cristal, quatuor à cordes, champagne coûtant plus cher la bouteille que mon ancien loyer mensuel, et traiteur fourni par l'un des restaurants de notre plateforme. Camille était éblouissante dans une robe de créateur, incarnant parfaitement la dirigeante accomplie qu'elle était. Je portais un costume sur mesure et me sentais comme une personne différente de celle qui était partie 7 mois auparavant. Je me suis posté près de l'entrée avec ma femme, accueillant les invités. Mon associé gérait l'autre côté de la salle, naviguant dans la foule comme le pro qu'il était. Je surveillais l'entrée, attendant. Ils sont arrivés avec ce retard calculé des gens qui se croient importants, comme je m'y attendais. Thibaut portait un costume coûteux qui lui avait probablement coûté un mois de salaire, essayant d'avoir l'air à sa place. Ma mère croulait sous les bijoux, dont certains offerts par mon père avant son décès. Et aux côtés de mon cousin, tenant son bras, se trouvait Élodie, mon ex-fiancée, dans une robe élégante mais pas tout à fait adaptée à l'événement, juste un peu trop informelle. Je les ai observés admirer le lieu, j'ai vu leurs expressions impressionnées en scrutant la foule de gens véritablement riches et influents. Ma mère scannait déjà la salle à la recherche d'opportunités, ce regard calculateur familier dans les yeux. Thibaut bombait légèrement le torse, préparant probablement son discours de réseautage. Élodie semblait nerveuse, serrant fort son petit sac à main. Ils ont franchi l'entrée, accepté une coupe de champagne d'un serveur et commencé à se mêler aux invités. J'ai attendu, les laissant profiter un peu, les laissant croire qu'ils appartenaient à ce monde. Camille m'a serré la main, un geste de soutien, elle savait ce que cette soirée signifiait pour moi. Après environ 20 minutes, je me suis lancé. Le maître de cérémonie est monté sur scène et a annoncé que le PDG et fondateur allait dire quelques mots. Je suis monté sur l'estrade, le projecteur me trouvant immédiatement. J'ai commencé à parler du parcours de l'entreprise, de la construction à partir de rien, de l'importance de s'entourer de gens qui croient en votre vision. J'en étais à ma 3e phrase quand j'ai vu la reconnaissance s'afficher sur le visage de ma mère. Sa coupe de champagne s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'entr'ouvrant sous le choc. Thibaut a remarqué sa réaction et a suivi son regard vers la scène, son expression passant de la confusion à l'incrédulité. Élodie a blêmi, sa main volant à sa gorge. J'ai continué mon discours, sans les saluer directement, mais en m'assurant que mon histoire touchait chaque point sensible. J'ai parlé de laisser derrière soi la négativité et le doute, de la nécessité parfois de couper les ponts avec ceux qui ne voient pas votre valeur, et de trouver un partenaire qui vous élève au lieu de vous rabaisser. J'ai fait signe à Camille de me rejoindre sur scène. Elle s'est approchée gracieusement et je l'ai présentée comme ma cofondatrice et épouse. La salle a éclaté en applaudissements polis. J'ai mentionné son nom de famille, un nom que même ma mère reconnaîtrait comme appartenant à l'une des familles les plus fortunées de la région. J'ai vu le visage de ma mère perdre toute couleur. Après le discours, Camille et moi avons circulé parmi la foule. Nous nous sommes délibérément dirigés vers l'endroit où se tenait le groupe de ma mère, tout en maintenant une indifférence plausible, comme si nous saluions simplement tous nos invités. Quand nous les avons enfin atteints, j'ai feint la surprise. J'ai dit à quel point c'était inattendu de les voir là, comme le monde était petit. La bouche de ma mère s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Thibaut a essayé de rassembler un peu de fausse bravade, tendant la main pour une poignée de main tout en marmonnant qu'il avait toujours su que j'avais du potentiel. J'ai serré sa main avec juste assez de fermeté pour faire passer mon message sans être évident. Élodie ne pouvait pas croiser mon regard, elle fixait ses chaussures, le visage rouge de honte. J'ai présenté Camille, les regardant lutter pour garder contenance. Camille a été gracieuse et professionnelle, les traitant comme n'importe quel autre invité, ce qui a rendu la chose encore pire. Il n'y avait aucune méchanceté, aucun jugement évident, juste la courtoisie polie de quelqu'un sûr de sa position. Ma mère a finalement retrouvé sa voix pour demander comment j'avais réussi tout cela. J'ai expliqué brièvement la croissance de l'entreprise, l'investissement et les partenariats, le travail acharné et les longues heures. Je n'ai pas mentionné comment j'avais traversé la douleur de la trahison, comment j'avais canalisé ma colère dans la productivité, comment chaque succès avait été partiellement alimenté par le désir de lui prouver qu'elle avait tort. Elle a essayé de pivoter pour prétendre qu'elle avait toujours cru en moi,
qu'elle voulait seulement ce qu'il y avait de mieux. Je l'ai coupé poliment, disant que je devais m'occuper d'autres invités. Camille et moi nous sommes excusés et avons avancé, les laissant planter là avec leur coupe de champagne à moitié vide et leur certitude brisée. Le reste de la soirée a été un triomphe. Nous avons sécurisé 3 nouveaux partenariats majeurs et avons été présentés dans 2 publications économiques couvrant l'événement. Mais le succès professionnel n'était pas ce qui me satisfaisait le plus. C'était l'expression sur leur visage, la réalisation qu'ils avaient misé sur le mauvais cheval, qu'ils avaient échangé l'authenticité contre une stabilité perçue et avaient tout perdu. Thibaut et Élodie sont partis tôt, s'éclipsant avant que le dîner ne soit servi. J'ai appris plus tard par une connaissance commune présente qu'ils se disputaient à voix basse près du vestiaire. Ma mère est restée plus longtemps, probablement incapable de partir sans paraître impolie, mais elle est restée dans l'ombre, n'essayant plus de réseauter. Après la fin du gala, de retour dans notre suite d'hôtel, Camille m'a demandé si je ressentais la clôture que je cherchais. J'ai réalisé que oui, mais pas de la manière attendue. Je pensais que les voir serait un triomphe, que leur prouver qu'ils avaient tort guérirait la blessure. Mais debout là, dans mon succès, avec mon incroyable femme à mes côtés, j'ai réalisé qu'ils m'avaient en fait rendu service. Si Élodie m'avait épousé comme prévu, j'aurais passé ma vie avec quelqu'un qui ne croyait pas vraiment en moi, qui était susceptible aux manipulations de ma mère. Si ma mère m'avait soutenu inconditionnellement, je n'aurais peut-être pas travaillé avec une telle intensité. Leur trahison avait été le catalyseur de tout le bien qui a suivi. Mise à jour 1, le lendemain du gala, mon téléphone a explosé de messages. Ma mère avait d'une manière ou d'une autre obtenu mon nouveau numéro, probablement via les coordonnées du site de l'entreprise. Elle a envoyé une série de SMS qui ont évolué de la défensive aux excuses, puis à la colère en l'espace d'1 heure. Elle prétendait avoir essayé de me protéger d'un mauvais mariage, qu'elle voyait qu'Élodie n'était pas faite pour moi, qu'elle m'avait en fait rendu service. Ces acrobaties mentales étaient impressionnantes. Thibaut a envoyé un email à mon adresse professionnelle tentant de discuter d'opportunités d'investissement. Il avait soudainement des clients qui seraient parfaits pour notre plateforme et voulait organiser un déjeuner pour discuter d'une collaboration potentielle. Cette tentative transparente de profiter de mon succès après m'avoir rejeté aurait été risible si elle n'était pas si pathétique. Le message le plus surprenant est venu d'Élodie. Elle a envoyé une longue lettre via une amie commune expliquant qu'elle avait commis une terrible erreur. Elle disait que ma mère avait été très convaincante, avait partagé des documents financiers rendant ma situation pire qu'elle ne l'était, avait peint un tableau de difficultés futures qui l'avait terrifiée. Elle affirmait avoir réalisé son erreur en quelques semaines, mais avait eu trop honte pour me contacter, surtout après que le mariage avec Thibaut ait été accéléré par l'insistance de ma mère. Elle écrivait qu'elle était malheureuse, que Thibaut n'était pas l'homme qu'il pensait tous qu'il était, que la richesse et la stabilité avaient un prix qu'elle n'avait pas anticipé. Elle ne demandait pas explicitement le pardon, mais le sous-entendu était clair, elle regrettait tout. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai demandé à mon assistante de filtrer toutes les communications venant de leur numéro et email. Je n'étais intéressé ni par les explications, ni par les excuses, ni par les opportunités d'affaires soudaines. Ce chapitre de ma vie était clos. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le frère de mon père, mon oncle, me contacte. Il avait assisté au gala en tant qu'invité légitime, quelqu'un avec de vraies connexions d'affaires, bien que je ne l'ai pas reconnu dans la foule. Il a appelé mon bureau et laissé un message disant à quel point il était fier, qu'il avait toujours su que j'en étais capable, et combien il était déçu du comportement de sa belle-sœur. Il n'a rien demandé, n'a pas essayé de tirer profit de notre lien, il a juste exprimé une joie sincère pour mon succès. Nous avons fini par prendre un café une semaine plus tard, et il a partagé des éléments sur la dynamique familiale qui rendait le comportement de ma mère plus compréhensible, bien que non excusable. Il a expliqué que ma mère s'était toujours sentie inférieure après avoir épousé quelqu'un de la famille de mon père. Mon père était celui qui avait réussi avant de mourir, et elle avait été une femme au foyer se définissant à travers ses réussites à lui. À sa mort, alors que j'étais encore à l'université, elle a paniqué pour son statut social. Elle est devenue obsédée par le maintien des apparences et des relations, voulant s'assurer de rester pertinente dans les cercles que mon père fréquentait. Ma réussite par mes propres efforts, sans utiliser les anciennes connexions de mon père, menaçait son narratif. Elle avait essayé de contrôler mon chemin pour me pousser vers des marqueurs traditionnels de succès qu'elle comprenait, comme des emplois en entreprise et des mariages avec des familles convenables. Quand j'ai choisi de monter une start-up, de tout risquer sur une aventure incertaine, cela l'a terrifiée car elle ne pouvait ni contrôler ni prédire le résultat.
Thibaut avait été sa solution. Il travaillait dans une firme établie, avait un revenu stable et représentait la voie sur qu'elle souhaitait que j'emprunte. Quand elle a vu les doutes d'Élodie lors d'un dîner de famille où Thibaut s'était particulièrement vanté d'une prime récente, elle a vu une opportunité de valider ses propres choix en orientant Élodie vers ce qu'elle considérait comme une meilleure option. L'ironie était que le travail de Thibaut, bien que stable, était au mieux un poste de cadre moyen. Il vivait au-dessus de ses moyens pour maintenir une image, croulait sous les dettes dues au style de vie qu'il pensait devoir projeter, et espérait qu'Élodie venait d'une famille riche qui pourrait l'aider. Quand il a découvert qu'elle était tout aussi issue de la classe moyenne que lui sous la façade, le mariage s'est tendu presque immédiatement. Ce contexte m'a aidé à comprendre, mais n'a rien excusé. Mon oncle a été clair là-dessus aussi, comprendre les motivations de quelqu'un ne signifie pas que tu lui dois le pardon, surtout quand ils ont activement saboté ton bonheur pour leur propre tranquillité d'esprit. Mise à jour 3 mois après le gala, l'entreprise s'est développée à l'international. Nous avons ouvert des bureaux à Londres et Singapour, et la plateforme est devenue le service incontournable pour les particuliers ultra fortunés sur 3 continents. Camille et moi avons été présentés dans un grand magazine économique comme le « Couple de pouvoir » à suivre, avec une séance photo et un long article sur notre philosophie d'entreprise. L'article a été repris par plusieurs publications en ligne et est devenu viral dans les cercles d'affaires, ce qui signifie que ma mère l'a vu, tout comme mon ancien cercle social. Ma mère a fait une dernière tentative de contact. Elle s'est présentée à la réception de notre siège social exigeant de me voir. La sécurité a appelé mon bureau et j'ai regardé sur le retour caméra alors qu'elle essayait de les convaincre qu'elle était ma mère et avait le droit de me voir. J'ai demandé à la sécurité de l'informer poliment mais fermement que j'étais indisponible et que toutes les affaires familiales devaient passer par mon avocat. Elle s'est effondrée en pleurs dans le hall, causant suffisamment de scènes pour que la sécurité doive l'escorter dehors. J'ai ressenti un pincement en la voyant pleurer, mais ce n'était pas de la culpabilité. C'était plutôt de la tristesse pour ce qui aurait pu être, pour la relation mère-fils qui aurait dû exister mais n'a jamais vraiment eu lieu. Camille se tenait près de moi alors que nous regardions les images de sécurité, sa main sur mon épaule. Elle a demandé si je voulais reconsidérer, si peut-être assez de temps avait passé pour une conversation. J'y ai pensé sérieusement quelques minutes avant de décider que certains ponts ne valent pas la peine d'être reconstruits. Ma mère m'avait montré qui elle était quand cela comptait le plus, et je l'ai cru. La mise à jour la plus satisfaisante est venue de cette même amie commune qui avait transmis la lettre d'Élodie. Elle m'a contacté à nouveau, cette fois avec des informations que je n'avais pas demandées mais que j'ai trouvées validantes. Thibaut et Élodie divorçaient. Le mariage avait duré moins de 8 mois. Apparemment, une fois la nouveauté dissipée et la réalité installée, ils ont réalisé qu'ils n'avaient rien en commun et s'étaient mariés pour toutes les mauvaises raisons. Élodie a découvert les dettes de Thibaut et son problème de jeu, qu'il avait bien caché. Thibaut a découvert qu'Élodie ne venait pas avec l'argent ou les connexions familiales que ma mère avait laissé entendre. Le divorce était houleux. Ma mère, qui avait tant poussé pour ce mariage, était prise entre deux feux, les deux parties la blâmant de les avoir trompés sur ce dans quoi ils s'engageaient. Son statut social dans la famille et la communauté a pris un sacré coup. Les gens ont commencé à la voir comme une manipulatrice plutôt que comme la veuve éplorée essayant de maintenir l'héritage de son défunt mari. Je n'ai ressenti aucune joie face à leur malheur, mais aucune sympathie non plus. Ils avaient fait leur choix basé sur l'avidité, le statut et la peur plutôt que sur l'amour, le respect et le partenariat. Les conséquences naturelles de ces choix n'étaient pas de ma responsabilité. Pendant ce temps, Camille et moi prospérions tant professionnellement que personnellement. Nous avons acheté une maison de ville, adopté un chien de refuge et commencé à planifier l'avenir que nous voulions construire ensemble. Elle était enceinte de 3 mois, une nouvelle que nous gardions privée pour l'instant, et chaque matin je me réveillais reconnaissant que mon ancienne vie se soit effondrée. Elle avait fait place à quelque chose d'infiniment meilleur. L'histoire pourrait s'arrêter ici comme un conte de vengeance parfait où la partie lésée renaît de ses cendres et trouve le succès tandis que ceux qui l'ont trahi subissent les conséquences de leurs actes. Mais la vie est rarement aussi nette. Et la vraie satisfaction n'était pas dans leur chute. Elle était dans la réalisation que j'avais construit quelque chose de significatif avec quelqu'un qui me valorisait vraiment. Que j'avais prouvé ma valeur à la seule personne dont l'opinion comptait réellement, moi-même. Je n'ai plus jamais parlé à ma mère. Je n'ai jamais répondu aux tentatives de plus en plus désespérées de Thibaut alors que sa vie se délitait. Je n'ai jamais accusé réception des regrets d'Élodie. J'ai simplement avancé. Et cette indifférence était la plus grande des vengeances.
Ils étaient devenus insignifiants dans mon histoire. Des personnages d'arrière-plan dans une vie qu'ils me pensaient incapables d'atteindre. 7 mois avaient suffi pour tout transformer. 7 mois d'une trahison dévastatrice à la vindicte. 7 mois du fond du gouffre au sommet de mon industrie. 7 mois pour passer de brisé et trahi à marié à une femme incroyable qui portait notre enfant. Ils avaient essayé de me rayer de la carte et au lieu de cela, je les avais entièrement effacés de mon récit, et c'était exactement comme cela que ça devait être.